Et salut à tous, c'est Baba des Bois et bienvenue dans ce 10e tuto, 10e déjà. Aujourd'hui on va parler de... on va commencer à faire en fait nos premiers ennemis dans le jeu. Et ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de parler de plusieurs points techniques qui sont vraiment importants à connaître. Et donc on va faire plusieurs vidéos sur le sujet des ennemis. Et à chaque vidéo on va aborder un nouveau point technique et on va le mettre en pratique donc. Et dans cette toute première vidéo sur les ennemis, on va commencer par aborder l'héritage et ce que ça veut dire, ce que ça implique au niveau du code, mais aussi l'héritage dans Godot, parce que en fait, il y a deux notions d'héritage différentes dans Godot, et il faut bien réussir à comprendre comment tout ça fonctionne pour bien maîtriser les différentes façons de faire de l'héritage dans Godot. Et pour pas que ça vous paraisse trop abstrait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans du code, et je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'héritage et qu'est-ce que ça propose de résoudre comme problème au niveau du code. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve où on en était au dernier tuto dans le code, dans le script du personnage. Alors pourquoi je me suis mis dans le script du personnage? C'est parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, il y a une grosse partie du code du personnage où on va se dire mais en fait ça va faire doublon avec le code. Parce qu'en fait si on y réfléchit bien, quand on va coder notre ennemi, il y a une énorme partie du code de l'ennemi qui va en fait, si on le recode entièrement, va faire doublon avec le code du personnage. En fait il y a une grosse partie du code du personnage qu'on voudrait pouvoir réutiliser pour coder l'ennemi. Parce qu'ils ont tout un tas de caractéristiques en commun. Par exemple, ils ont les mêmes états. Ils ont les mêmes états possibles. Ils vont avoir d'idle, move, attack, etc. Ils sont les mêmes états possibles. Potentiellement, ils peuvent avoir tous les deux une vitesse. Ils vont tous les deux avoir une facing direction, une moving direction. Et ils vont aussi partager tout un tas de logique, en fait. La façon dont on se déplace, etc. Tout ça, c'est de la logique qui va être partagée entre les deux. La question, c'est comment je fais. Parce que là, vous voyez, j'ai quand même 200 lignes de code, enfin 179 lignes de code là dans le personnage, ce qui commence à faire quand même beaucoup. Comment je fais pour pas avoir à recoder tout ça? Parce que ce serait infernal si je devais recoder tout ça à chaque ennemi, etc. En fait, c'est ce que propose de résoudre l'héritage. L'héritage, c'est une manière de partager du code entre différentes classes. Et alors, pour bien comprendre l'héritage, il faut aussi comprendre ce que c'est que la notion de classe et la notion d'objet. Donc en fait, depuis le début, ce qu'on est en train de faire avec Godot, c'est de la programmation orientée objet. On appelle ça de la programmation orientée objet. En gros, c'est un paradigme de programmation qui est très répandu aujourd'hui. Mais il y en a d'autres, des paradigmes de programmation, par exemple la programmation fonctionnelle. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de Godot, c'est la programmation orientée objet. Et alors, qu'est-ce que c'est que la programmation orientée objet? Et bien en fait, c'est tout bêtement ce qu'on manipule en programmation orientée objet, de manière générale, ce sont des objets. Et d'ailleurs, ce qu'on manipule depuis le début de ce tuto, en fait, depuis toutes les vidéos qu'on a vues jusque-là, ce sont des objets. Chacun des scripts qu'on a fait est un objet, en fait. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un objet? Et bien, tout simplement, c'est une entité qui va partager à la fois des données. Donc ici, par exemple, notre personnage, il a des données, par exemple sa vitesse, il a son état, il a la direction dans laquelle il regarde, etc. Ça, c'est des données. Il a de la logique. La logique, c'est les fonctions, en fait, c'est les algorithmes. C'est comment notre personnage va se comporter à partir de ces données. Donc, en fait, un objet, c'est deux choses. C'est les données qu'il contient et la logique qu'il contient. Okay, donc là, par exemple, notre script character, c'est un objet. Mais c'est vrai aussi pour tous les autres scripts qu'on a fait, hein, pour les pièces, pour les jars, pour les coffres, etc. Et alors, pour être tout à fait exact dans notre explication, vous vous souvenez quand on a parlé des scènes et des instances de scènes. Donc on a des scènes qui sont le modèle de la scène, et on peut instancier cette scène pour en faire des exemplaires qu'on va mettre dans notre jeu. Voilà, ça c'est les scènes. Donc la scène c'est le modèle, comme je dis souvent le patron, le truc qui va nous servir à partir de ce modèle à générer des exemplaires. Donc les exemplaires c'est les instances. Et bien en fait c'est la même chose avec les classes et les objets. En fait la classe c'est l'équivalent de la scène, c'est-à-dire que la classe c'est un modèle qui va vous servir à faire des exemplaires de votre objet. Et les exemplaires on appelle ça aussi des instances. Donc en fait, la classe, c'est le modèle de votre objet. C'est le modèle à partir duquel on va créer notre objet. Ok, donc ça, c'est des concepts de code un peu généraux. Et alors pourquoi j'aborde tout ça? Et ben parce qu'en fait, les objets, en plus d'avoir de la donnée et de la logique à l'intérieur, ils ont aussi un type, en fait. Ici, par exemple, notre objet, à l'origine, il a le type Kinematic Body 2D. Et vous vous souvenez qu'à la fin du dernier tuto, on lui a rajouté un class name character, en fait, qui lui donne le type character en plus. Mais il n'a pas perdu le type kinematic body 2D, il est aussi un kinematic body 2D. C'est-à-dire que si vous lui demandez est-ce que tu es un kinematic body 2D, il va te répondre oui, il va te répondre true. Et ça, en fait, le fait de lui donner une class name, donc de lui donner un nom de classe, c'est-à-dire un type, et d'étendre un autre type, ici est kinematic body 2D, ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage, en fait. C'est-à-dire que là, j'hérite de tout ce que l'objet Kinematic Body 2D possède. Donc cet objet Kinematic Body 2D, vous voyez, il a tout un tas de propriétés et de méthodes. Et en fait, quand je fais Extend Kinematic Body 2D, je récupère toutes les données et les méthodes que possède Kinematic Body 2D. Et en plus, par-dessus ça, je vais rajouter ce que moi j'ai envie de faire,
avec ma classe character. Donc je crée une classe qui s'appelle character, et tout ce qui est dans script ensuite, c'est ce que je rajoute par-dessus Kinematic Body 2D. En fait, mon objet, il va posséder tout ce que possède Kinematic Body 2D, et en plus de ça, il va posséder ce que moi je lui ai rajouté. Donc ça, c'est le principe de l'héritage, qu'en fait on utilisait déjà. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une classe à nous, dont on va hériter. Par exemple, ici j'ai mon personnage, et j'ai mes ennemis. Et je sais qu'il y a une grosse partie de la logique et des données que je vais vouloir partager entre les deux. Ils vont avoir tout un tas de variables et ils vont avoir tout un tas de méthodes, donc de logique en commun. Et donc pour faire ça, en fait, ce qu'on peut faire, c'est créer une classe dont va hériter caractère et dont va hériter notre ennemi, par exemple. Et cette classe, elle contiendrait tout ce qui est commun aux deux classes. Et bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va aller dans scène, et ici, plutôt que aller dans caractère directement, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler actors, et je vais mettre caractère dedans. Bon, il me fait une petite erreur, mais ça va marcher quand même. Hein. Ça, c'est rien. Donc, actor et character. Et donc, dans ce dossier actor, je vais aussi créer un nouveau dossier que je vais appeler enemy. Voilà. Et dans ce dossier actor, je vais créer un nouveau script que je vais hériter de Kinematic Body 2D. Donc là, on va faire hériter de Kinematic Body 2D. Et on va lui donner un chemin qui va être actor.gd. Donc en fait, on va créer une classe actor. Donc une classe, je répète, c'est un modèle d'objet qui s'appelle actor. C'est un modèle à partir duquel on peut générer des objets. En fait, c'est le modèle à partir duquel on va pouvoir générer des exemplaires de cet objet, des instances de cet objet. Je répète un petit peu, mais c'est pour bien que ça vous rentre dans la tête, c'est important. Donc on crée un script qui s'appelle actor, qui va hériter de Kinematic Body 2D, d'accord? Paf. Donc là, j'ai mon script actor. Mon script actor, il est vide. Le premier truc qu'on va faire, c'est faire class name, et on va lui donner comme nom de classe actor. Ok. Donc là, j'ai une classe actor qui ne contient rien, ok? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que lui, plutôt que d'hériter de Kinematic Body 2D, il va hériter de actor. Mon personnage, maintenant, n'hérite plus de Kinematic Body 2D, mais il hérite de actor. Mais comme actor hérite lui-même de Kinematic Body 2D, donc en fait, le personnage, il va posséder tout ce que va posséder l'acteur, toute la logique et toutes les variables, les propriétés que va posséder actor, mais il va aussi posséder tout ce que possède Kinematic Body 2D. En fait, c'est une chaîne d'héritage, si vous voulez. Actor hérite de Kinematic Body 2D et character hérite de actor. Donc ça va être intéressant parce que maintenant que j'ai ma classe actor, je vais avoir mon personnage qui va hériter de actor, mais je vais aussi avoir mon ennemi qui va hériter de actor. Et donc du coup, tout ce qu'il y a en commun entre les deux classes qui vont être personnage et ennemi, tout ce qui va être en commun entre les deux, je vais pouvoir le mettre dans actor. Donc maintenant que je sais ça, je vais essayer de réfléchir, qu'est-ce qui est réutilisable, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser dans le cadre de mes deux personnages, de mes deux acteurs. Et déjà, tout ce qui est dirdic et les états, tout ça, je vais pouvoir le partager entre les deux personnages. Donc tout ça, on va pouvoir le mettre là-dedans. Et si je reviens au script précédent, donc à acteur, il me dit state is undeclared in the current scope. Alors ça, c'est qu'il n'arrive pas à retrouver state parce que state est dans actor et que voilà, l'interpréteur met un peu de temps avant de se mettre à jour. Des fois, il arrive même plus à se mettre à jour. Ça arrive de temps en temps dans Godot, c'est un petit bug. Dans ce cas-là, vous avez juste à quitter Godot, revenir et ça remarche. Mais là, vous voyez, il a réussi à retrouver son chemin, donc là, il m'envoie plus d'erreur. Donc c'est bien que en fait l'enum state est dans acteur et comme il hérite de acteur, il peut accéder à l'enum state. Donc tout ça c'est cool. Je peux aussi mettre là ça, je peux le mettre dans acteur var state puisqu'on va en avoir besoin aussi dans le cadre de notre ennemi. Donc on va le mettre là. Et je vais faire comme ça, méthodiquement, je vais essayer d'aller chercher tout ce que je peux bouger de caractère et je vais le mettre dans acteur. Donc les assesseurs pour state, on va les mettre dans acteur. Voilà. On va en profiter pour copier les catégories aussi. Ensuite, je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, la vitesse, la moving direction, la facing direction et les signaux, tout ça, c'est des trucs qui sont propres à la fois au personnage et à l'acteur. Donc tout ça, je vais le mettre dans l'acteur. Voilà. Je vais juste déplacer cette ligne là. Alors je rappelle, pour déplacer des lignes, c'est Alt et les flèches, c'est vraiment utile, hein. Ce petit raccourci, n'hésitez pas. Voilà, là il dit qu'il manque le setter et le getter, donc on va aller récupérer le setter et le getter de facing direction et de moving direction, les deux. Paf. Ok, donc tout ça, je suis allé le mettre dans acteur. Bon, donc déjà, j'ai tout un tas de choses qui sont allées dans acteur que j'ai plus besoin d'avoir dans caractère. Et l'autre avantage que ça, c'est que du coup, ça va nous simplifier grandement caractère, parce qu'en fait, il va avoir que la logique qui est vraiment propre
au personnage, c'est-à-dire au joueur, et pas la logique qui est propre au personnage de manière générale en fait. Donc on va pouvoir un peu séparer les choses et du coup le code de personnage va être vachement plus concis et plus clair. Alors on continue, le process ici. D'ailleurs je viens de me rendre compte mais j'ai mis process alors que j'aurais dû mettre physics process. Donc on peut le changer. Alors physics process, voilà. Oui, alors pourquoi je fais physics process et pas process? Parce que process, je vous l'ai déjà dit dans un des tutos, mais je répète si vous avez sauté cette partie-là. En fait, les deux fonctions ne sont pas appelées à la même régularité, process et physics process. Process est appelé dès que le moteur peut l'appeler, donc il est appelé le plus souvent possible, ce qui fait que ça va varier de la puissance d'un ordinateur à l'autre. Alors que physics process est appelé à régularité fixe, c'est-à-dire que quelle que soit la puissance de l'ordinateur, le physics process est toujours appelé à la même régularité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la physique du jeu ne dépende pas de la puissance de l'ordinateur de l'utilisateur, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on utilise physics process et pas process. Vu que vous êtes juste en train de dev le jeu sur votre ordinateur, de passer de physics process à process, ça va rien changer du tout, mais d'un ordinateur à l'autre, ça peut changer, donc faites bien attention. Quand vous faites de la physique, utilisez physics process. Donc revenons-en à nos moutons. Donc le physics process, il a comme logique à l'intérieur le déplacement du personnage. Donc le déplacement du personnage, c'est pas propre au personnage lui-même, c'est pas propre au joueur. Et donc du coup, on va le mettre dans Actor. Et ici, on va rajouter la catégorie built-in. Voilà, donc built-in c'est ma catégorie pour mettre les fonctions de base de Godot, donc ready, process, etc. Je les mets là-dedans. Et sinon j'ai une catégorie logic, en général je mets la logique de mon script. Ok, ensuite on revient dans personnage. Donc dans personnage on a le input, et là le input, ça concerne vraiment que le personnage, ça concerne vraiment que le joueur, puisque le joueur va pas contrôler les ennemis, donc le input c'est vraiment spécifique au joueur. Donc le input on le laisse là. Et ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a update animation. Donc update animation, ce que ça fait, vous vous souvenez, c'est en fonction du nom de l'animation qu'on va utiliser, en fonction du nom de l'état dans lequel on va être, ça va nous mettre à jour l'animation qui doit être jouée. Donc ça va nous mettre à jour l'animation en fonction de l'état et en fonction de la direction dans laquelle on regarde. Mais ça, quand on y réfléchit, c'est pas spécifique au joueur non plus. Donc on va le mettre dans Actor. Donc tout ça, on va copier, on va mettre dans Actor. Paf. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Update Attack Hitbox Direction. Ça, pour l'instant, on va le laisser là. Parce que actuellement, le Attack Hitbox, vous voyez, il est déclaré là, il est dans Character. Donc ça, pour l'instant, on va le laisser dans le personnage. Ensuite, Find Dir Name. Donc ça, c'est le truc qui nous permet de récupérer le nom de la direction à partir du vecteur 2 de la direction. Donc ça, on en a besoin. On va le mettre dans Actor. Hop, on revient dans le personnage. Et donc, on commence à avoir pas mal de choses qui ont été changées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On a Interaction Attempt et on a Attack Effect. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais bouger le Attack Effect dans Actor, mais pas le Interaction Attempt, parce que si on réfléchit bien, quand un ennemi il va attaquer, on veut pas qu'il casse les pots, et par contre s'il essaie de toucher un joueur, on veut bien qu'il le blesse. Donc on va bien avoir besoin de Attack Effect, mais pas de Interaction Attempt. Donc on va enlever Attack Effect, on va le mettre là. Alors lui, il me dit que animatedsprite.play, il n'arrive pas à trouver animatedSprite. Et effectivement, c'est parce que animatedSprite, vous voyez, on l'a déclaré là, mais on l'a pas déclaré dans l'acteur. Donc là, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à se référer à cette variable-là parce qu'elle n'existe pas dans la classe acteur. Donc ça, il va falloir qu'on le déclare dans acteur. Donc on va CTRL X et on va le mettre dans acteur. Hop. Je le mets là. Voilà. Et ensuite, il y a le Attack Hitbox qu'il n'arrive pas non plus à récupérer. Bon, je pense qu'on va aussi le déplacer dans Actor, le Attack Hitbox, parce que sinon ça va nous poser des problèmes. Hop. Voilà. Ok, très bien. Donc continuons notre petit truc. On a dit que le input c'était bon, que ça, on allait... bah ça, du coup, on va aussi se le déplacer, je pense, le Update Attack Hitbox. Vu qu'on a déplacé le Attack Hitbox, on va aussi se le déplacer. Paf. Hop.
Et donc en fait, on fait le tour, mais il n'y a pas grand-chose que on veut dans le personnage, mais qu'on veut pas dans Actor. Hein. Interaction Atom, ça, on le veut effectivement que dans le personnage. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Animated Sprite, Animation Finished. Ça, on le veut dans l'acteur. Si on réfléchit bien, parce que quand l'animation d'attaque se termine, on veut retourner à l'état idle. Ça, c'est propre à tous les acteurs. On le veut dans Actor. Donc, je vais le mettre là. Ensuite, OnState Changed. Donc, ça, c'est appelé à chaque fois que l'état change. Si l'état, c'est state.attack, à ce moment-là, interaction attempt. Ok, alors ça va être un peu particulier, on va revenir dessus, parce que vous voyez là, on essaye de faire une interaction. Or, l'interaction attempt n'a pas lieu dans l'acteur. Donc ça, on va revenir dessus un peu après. Pour l'instant, on va le laisser là. Ensuite, on-facing direction changed. Ça, on va le bouger dans l'acteur. On en a bien besoin aussi dans l'acteur. Hop. Ensuite, on moving direction changed. Ça, vous vous souvenez, c'est pour gérer les cas où on se déplace en diagonale. Donc, on va aussi se le mettre dans Actor. Et si je regarde bien, il y a aussi Animated Sprite Frame Change de là. Le truc qui déclenche le Attack Effect. Ça aussi, on va le vouloir dans Actor. Donc, on va récupérer tout ça. On va mettre aussi dans Actor. Pouf. Ok. Et je vais juste rajouter un petit Signal Responses. Ok, donc c'est une petite catégorie qui me dit, en fait, je mets tous les réponses aux signaux là-dedans. Très bien, donc en fait, qu'est-ce qu'on a dans notre personnage? Dans notre personnage, on a juste la fonction input, parce que ça, c'est vraiment propre au personnage, celui qui est contrôlé par le joueur. Et on a interaction attempt, parce qu'il n'y a que le joueur qui peut interagir avec les autres éléments que le joueur lui-même. C'est-à-dire il peut interagir avec les pots, interagir avec les coffres, mais les ennemis ne peuvent pas le faire. Et il y a ça qu'on ne peut pas mettre dans Actor parce qu'on appelle la fonction interaction attempt, et Actor, il n'a pas cette fonction-là. Et par contre, dans Actor, on se retrouve avec tout le reste, en fait. Tout ce qu'on avait dans Character jusqu'ici. Alors, je vais tout refermer pour qu'on y voit un peu plus clair. Je me suis mis un petit raccourci pour le faire. Si vous voulez aussi le rajouter, vous pouvez aller dans... vous allez dans raccourci et vous voyez dans la catégorie Script Text Editor, vous avez replié toutes les lignes. Et là, moi, je me suis mis CTRL-P. C'est assez pratique, en fait. Une fois que vous faites ça, vous êtes dans le Script Editor, vous faites CTRL-P. Et ça vous replie toutes les fonctions. Du coup, ça vous laisse que l'entête de la fonction, qui fait que votre script est plus facilement navigable. J'aime bien faire ça, perso. De toute manière, si vous avez bien nommé vos fonctions, vous devriez savoir ce qu'elles font juste à partir de l'entête. Donc c'est pas mal. Ok, donc il reste quand même à régler ce petit problème du on-state change. Parce que, d'accord, on n'a pas besoin de faire ça, là. Mais par contre, on a quand même besoin d'update l'animation. Donc comment on va faire? Eh ben en fait, on peut déclarer un on-state changed dans l'acteur. Donc on va juste copier ça sans le supprimer. On va le coller là. Mais par contre, on va pas... donc on n'a pas besoin de tout ça, donc on va le supprimer. On a juste besoin de update animation. Donc en fait, là, la fonction on-state change de l'acteur, elle va juste faire ça. Mais par contre, la fonction onState change du personnage, elle va faire ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle une function override. En gros, on override la fonction, c'est-à-dire qu'on réécrit la fonction. En gros, si la fonction est appelée dans character, il va appeler celle-là et non pas la fonction de acteur. Parce qu'en gros, cette fonction-là remplace celle de acteur. Et du coup, ce que je peux faire, plutôt que de faire ça, c'est de lui dire, plutôt que de faire update animation, puisqu'on le fait déjà dans le onState change de l'acteur, ce que je peux faire, c'est appeler le onState change de acteur. Et pour faire ça, ce qu'on fait, c'est juste point, et on lui donne le nom de la fonction, donc onState changed. Et là, ce que je fais là, le point onState changed, appelle la fonction du parent. Et alors, quand je dis parent, c'est celui dont la classe hérite. Ma classe character, la classe dans laquelle on est, la classe character, hérite de la classe actor, et donc vu qu'il hérite de la classe actor, on peut appeler les méthodes de actor qui ont le même nom en faisant point onStateChanged. Donc là, en faisant point le nom de la méthode, j'appelle non pas onStateChanged celui-là, mais j'appelle, si je CTRL-clique dessus, celui de actor. Ce qui fait que maintenant, en fait, donc ça fait la même chose qu'avant, ça va juste update l'animation, puisque c'est ça qu'il y a dans actor. Mais l'avantage, c'est que maintenant, vu que j'ai fait ça, si je veux rajouter de la logique dans cette fonction-là, et qu'elle soit partagée entre tous les enfants,
et ben ça sera le cas. C'est-à-dire que là, si je rajoute de la logique là-dedans, lui, vu qu'il l'a appelé là, il va aussi appeler cette logique. Ok, super. Donc là, on a créé une nouvelle classe qui s'appelle Actor. Et donc cette classe Actor, elle va nous permettre de réutiliser tout le code qu'on a mis là, dans Actor, dans le cadre de notre ennemi, puisque notre ennemi va aussi hériter de Actor. Donc ça, c'est vachement bien. Maintenant, je vais lancer le jeu pour voir un petit peu comment ça se comporte. Alors c'est super, ça se comporte toujours comme avant, ça marche. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. Ok. Donc tout va bien. Donc là, je vais tester un petit peu, voir comment ça se comporte. On peut toujours attaquer, on peut toujours casser les pots, tout va bien. Je peux toujours ouvrir le coffre, hop. Donc tout marche nickel. Et pourtant, il y a quasiment plus de code dans Character. Et tout simplement, c'est parce que en fait, la classe Character hérite de la classe Actor. Et donc du coup, elle partage toute la logique que possède Actor. C'était pour vous démontrer ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, le but quand même de cette vidéo, c'était de commencer à créer notre squelette, notre ennemi. Donc on va faire une nouvelle scène, on va lui donner comme nœud, on va faire autre nœud parce qu'on va lui donner comme nœud un kinematic body 2D, voilà. Et cette scène-là, on va l'appeler Skeleton. Ça va être notre ennemi, le squelette. On va la mettre dans scène, actors, enemies, et là je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler Skeleton, hop, et je vais mettre skeleton.tscn. Donc cette scène-là va représenter notre ami le squelette. Ok, super. Notre ami le squelette, de quoi il a besoin? Il a besoin d'un animated sprite. Il a besoin d'une collision shape. Et il va avoir besoin de son attack hitbox, donc ça va être une area 2D. Attack hitbox. Qui va lui-même posséder une collision shape. Tu dis, voilà, etc., etc. Et là, vous vous dites peut-être, mais attendez, on a déjà fait ça, non? Notre personnage, si vous regardez, hop, il a quand même vachement de points communs avec notre squelette. Il a un animated sprite, il a une collision shape, il a une attack hitbox. Donc il a 4 nœuds en commun avec notre squelette. C'est bête quand même d'avoir à faire 2 fois la même scène. Et c'est là qu'intervient la deuxième notion, et qui, celle-là, est propre à Godot. Parce que ce qu'on a vu jusque-là, l'héritage de classe, ça c'est propre au langage orienté objet, mais les langages orientés objet, c'est très courant en programmation, donc il y en a vraiment beaucoup. De nos jours, les langages les plus utilisés sont des langages orientés objet. Donc c'est un concept qui est vraiment très très commun en programmation. Mais par contre, Godot a son propre type d'héritage, qui est l'héritage de scène. En plus de l'héritage de script, qui permet de partager de la logique entre différents scripts, on a aussi l'héritage de scène, et c'est vachement utile, ça permet de partager différents nœuds entre différentes scènes. De la même manière que les scripts héritent les uns des autres, les scènes peuvent hériter les unes des autres pour partager des nœuds en commun. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va se faire une scène à Actor, donc on va faire une nouvelle scène, on va lui donner autre nœud, donc on va lui donner un kinematic body 2D, on va l'appeler Actor, et là on va pas s'embêter, on va faire fusionner depuis la scène, on va aller chercher la scène Character, et fusionner depuis la scène, en fait c'est une fonction qui vous permet de récupérer les nœuds d'une autre scène et de les mettre dans votre scène. Donc là je vais aller récupérer tous les nœuds qu'a Character, tous sauf la caméra, parce que je veux pas de caméra dans mes ennemis. Donc je vais récupérer en fait tous les nœuds que vont partager les personnages, donc le personnage jouable, le personnage que vous allez jouer, et les ennemis. Donc ça va être l'animated sprite, la collision shape, donc la hitbox, et la hitbox d'attaque de votre personnage. Donc tout ça, on va le partager entre le personnage et ses ennemis. Et donc du coup, je vais faire OK. Et donc cette scène-là, elle possède tout ça, vous voyez. On va lui retirer ça par contre, parce que... effacer. Voilà, ça c'est pareil. En fait, on va effacer toutes les ressources que possèdent les nœuds. Voilà, ok. Et cette scène acteur, on va l'enregistrer, on va faire CTRL-S. On va aller dans scène, acteur. Et là, on va se mettre ici. Donc scène acteur. Et là, directement ici, on va mettre acteur.tscn. Alors je le mets ici parce que, en fait, la scène acteur va être la scène parent des scènes ennemies et des scènes caractères. Ces deux scènes-là vont hériter de acteur. Donc je les mets à la racine. Donc ici, je vais mettre actor.tscn, enregistré. Voilà, et donc maintenant, j'ai une scène qui s'appelle actor. Et j'ai mes deux scènes, character et skeleton, qui possèdent tout un tas de nœuds en commun, qui sont tous les nœuds que possède lui-même actor. Et donc, comment je vais faire? Alors malheureusement, actuellement, dans Godot, il n'y a pas de manière simple de reparenter les scènes. On va être obligé d'utiliser une petite technique, mais qui fonctionne bien, et si vous suivez bien, vous devriez y arriver tranquillement. Alors, le principe est simple, c'est juste on fait une nouvelle scène héritée. On va hériter de la scène qu'on veut. Donc là, de actor. Donc on veut faire un squelette là. Donc le squelette, il hérite de acteur. Donc on va hériter de cette scène-là. Et là, il va nous mettre une nouvelle scène avec... donc il va nous ouvrir une nouvelle scène avec tous les mêmes nœuds que actor.
Là, je vais juste changer le nom de la scène en skeleton. Voilà. Et cette scène-là, je vais faire CTRL-S. Et je vais aller dans Enemy, Skeleton. Et là, je vais overwrite cette scène-là. Donc, je vais écraser cette scène-là. Parce qu'en fait, mon but, c'est... là, j'ai juste créé une nouvelle scène qui hérite de la scène acteur. Et donc, la scène qu'on avait avant Skeleton, on n'en a plus besoin parce qu'elle-même, elle n'héritait pas de la scène acteur. Donc là, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir cette scène qui hérite de la scène acteur. Et vous allez voir que c'est important par la suite. Donc là, je fais enregistrer. Le fichier existe, l'écraser, je fais OK. Et donc maintenant, j'ai ma scène Skeleton, et vous voyez qu'il y a un petit clap ici qui me permet de remonter à la scène parent. Donc si je clique sur le petit clap, il va me mettre dans la scène acteur. Et vous voyez aussi qu'il y a tout un tas de nœuds qui sont grisés. Et pourquoi ils sont grisés? C'est parce que ces nœuds-là, ils appartiennent à la scène parent, à la scène acteur. C'est-à-dire que là, si je fais un changement dans Actor, les changements vont être répercutés dans Skeleton. Donc c'est-à-dire que toutes les scènes qui héritent de Actor vont avoir les changements répercutés chez eux. C'est-à-dire que si je veux rajouter un nœud là dans Actor, que je rajoute un nœud n'importe lequel, je rajoute un nœud Pouette, hop, que je vais dans Skeleton, vous allez voir Pouette apparaître. Donc tous les changements que vous allez faire dans Actor vont être répercutés dans tous les enfants de Actor. Toutes les scènes enfants de Actor. Donc ça c'est super, j'ai ma scène squelette, bon pour l'instant il n'y a rien dedans, mais par contre ma scène caractère pour l'instant elle n'hérite pas de la scène acteur, et ça c'est un problème. Et là faites un peu attention parce qu'on ne veut pas perdre tout ce qu'on a fait là dans notre sprite frame par exemple, on ne veut pas perdre les changements, et donc ce qu'on va faire pour éviter de les perdre, c'est que dans le sprite frame on va enregistrer ça, parce que là actuellement en fait le sprite frame, donc la ressource qui contient toutes nos animations là, elle n'est pas enregistrée en fait, tout est stocké dans le fichier TSCN, dans la scène directement, et du coup si on écrase la scène on va perdre toutes ces données là, et donc du coup pour éviter de les perdre, ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer cette ressource. Donc je clique sur la petite flèche là, je fais enregistrer, et je vais me mettre dans caractère, je vais faire sprite frame .tres, les TRES c'est text resource, ça veut dire les ressources de Godot, en fait c'est des fichiers texte, encore une fois, on va l'appeler character sprite frame.tres, enregistré. Et même chose avec ma hitbox, enregistré, character hitbox. Voilà. Et je vais aussi récupérer celle-là, je vais faire enregistrer, je vais l'appeler character attack hitbox. Enregistré. Voilà, donc j'ai enregistré toutes mes ressources qui m'intéressent. Maintenant, je vais pouvoir faire la même opération qu'on a fait juste avant, à savoir reparenter la scène. Donc il faut d'abord que je ferme ma scène caractère. Je fais une nouvelle scène héritée de actor.tscn. Voilà, cette scène, je la renomme caractère. Il va nous manquer la caméra, donc on va la rajouter. Pour conserver tous les réglages qu'on a, on peut faire fusionner depuis la scène, aller récupérer la caméra de caractère, voilà. Comme ça, on a les mêmes réglages qu'on avait fait dans le tuto précédent. Et là, on va aller lui donner les ressources qu'on vient d'enregistrer. Donc, on va aller lui donner character sprite frame ici. Voilà. On va le mettre, l'animation par défaut, on va le mettre sur idle down. Ici, on va aller récupérer character hitbox, on va lui donner. Et pareil avec ça, character attack hitbox, paf, on lui donne. Parfait, et ça du coup je peux enregistrer ça sur character.tscn, je l'écrase, et voilà. Donc on a notre caractère maintenant, donc c'est la même scène qu'avant, sauf que maintenant elle hérite de Actor. Par contre il y a juste un petit problème, c'est que quand on a fait ça, on a déconnecté les signaux en fait. Vous voyez, en ayant fait ça, tous les signaux qu'on avait connectés depuis l'interface de Godot là, ont été déconnectés. Et alors c'est pour cette raison que jusqu'ici je vous ai enseigné la manière de connecter les signaux depuis l'interface, parce que c'est un peu plus rapide à faire, etc. Ça vous crée automatiquement les fonctions qui répondent et tout. Mais c'est pour cette raison-là, en fait, parce qu'il n'y a pas encore de manière de reparenter une scène facilement dans Godot, que personnellement, en tout cas quand je code à titre personnel, je connecte les signaux via le code. Donc personnellement, je connecte quasiment systématiquement les signaux via le code et pas via l'interface de Godot, parce que comme ça, peu importe la façon dont je reparente mes choses, mes signaux ils sont toujours connectés puisque c'est fait dans le code. Donc on va pas oublier de réattacher le script caractère à notre personnage, parce que là il n'a pas de script, hein. Donc vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est juste on prend le script caractère et on vient le drag and drop sur le nœud, paf, comme ça lui attache. Et on peut faire pareil dans Actor, on va récupérer le script Actor et on va lui attacher, voilà. Et donc là on a tout un tas de signaux qui ne sont pas connectés, et ce qu'on va faire, c'est que de toute manière, comme ces signaux là on doit les connecter quel que soit l'acteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les connecter depuis le script Actor. Dans le ready du script Actor, je vais connecter tous mes signaux.
func ready. Et donc là, on va regarder de quoi on a besoin. On a besoin de state changed. Donc je vais connecter state changed. Donc ça fait var r égale. Donc on a déjà fait les connexions de signaux depuis le code. Donc je vous le passe rapidement. On va faire connect. A few moments later. Donc voilà, tout ce qu'on avait connecté via l'interface de Godot, maintenant c'est connecté via le script, ce qui fait que je peux reparenter mes nœuds comme je veux, de toute manière ça restera connecté puisque c'est fait dans le script. Donc vous voyez, une fois qu'on a fait ça, on a toujours tout qui fonctionne comme avant, sauf que maintenant, donc les signaux sont connectés depuis le script. Ok, donc maintenant on va rouvrir la scène skeleton. On va même se faire une petite scène par avance parce qu'on va sûrement en avoir besoin plus tard. On va faire une scène qui hérite de actor, s'appelle enemy. Voilà. On va l'enregistrer dans enemy.tscn ici. Et notre scène skeleton, on veut qu'elle hérite de enemy. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle scène héritée de enemy que je vais appeler skeleton. Et donc je vais écraser la scène squelette qu'on a actuellement en faisant ça, enregistrer, écraser. Donc ok, si vous en êtes là, vous avez votre scène skeleton qui hérite de votre scène enemy, qui hérite elle-même de votre scène actor. Et donc, dernier petit truc qu'on va faire pour ce tuto-là, on verra la suite dans le prochain tuto, c'est qu'on va s'ajouter tous les graphismes qui sont propres à l'ennemi. Donc, dans Skeleton, ici, je vais m'importer la sprite frame du squelette, et on va s'ajouter toutes ces animations, tout simplement. Voilà, donc là, je vais m'importer ma sprite frame squelette sprite sheet. Ici, on va faire un nouveau sprite frame. Paf. Et là-dedans, comme d'habitude, hein, on va s'ajouter toutes les animations, donc c'est un petit peu long, mais il faut le faire. En n'oubliant pas les idle, hein, idle down. A few moments later. Donc voilà, j'ai importé toutes mes animations. Faites juste bien attention à mettre 10 frames par seconde, 10 images par seconde dans le cadre des moves et des attaques. Et les attaques à décocher la boucle aussi. Voilà, très bien. Et du coup, il ne nous reste plus que la collision shape. Donc on va lui donner une collision shape, circle shape. Et il nous reste aussi la attack hitbox. Attention à bien lui donner son animation par défaut à idle down, paf. Et donc là, la attack hitbox, donc là c'est comme pour le personnage, on lui donne un nouveau rectangle, on va lui donner 20 de large. Voilà. Et alors, dernière étape du tuto, dernière étape pour aujourd'hui, la prochaine fois on verra comment on code son comportement. Mais pour aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter un script. Donc on va faire un nouveau script qui hérite de actor. Et ce script, il va s'appeler enemy.gd. Enemy.gd, que je vais mettre du coup dans le dossier enemy, pouf, créer. Et donc mon script enemy.gd, je vais l'attacher à mon squelette, voilà. Donc mon squelette, il possède le script enemy.gd, je vais lui donner du coup la classe name enemy. Et là-dedans, ce qu'on va faire la prochaine fois, donc, c'est lui donner tout son comportement qui est propre aux ennemis. Donc c'est-à-dire le comportement que le joueur ne possède pas, mais par contre que l'ennemi possède. Donc tout ça, ça va se trouver dans ce script-là. Donc là, résultat des courses, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un personnage et un ennemi qui possèdent tout un tas de nœuds en commun. Ces nœuds en commun, ils ont été mis dans une scène parent qui s'appelle la scène actor. Ce qui fait que si je change un élément de la scène actor, ça va changer à la fois ma scène character et ma scène ennemi, ce qui peut être pratique. Par exemple, si j'ai besoin de rajouter un nœud, mettons par exemple tout simplement un nœud qui me permet de jouer du son quand le personnage attaque, je vais pouvoir me rajouter ce nœud dans les deux cas de figure, donc dans le personnage et dans l'ennemi. Et en plus, je vais pouvoir leur donner deux ressources différentes. Par exemple, je vais pouvoir avoir deux fois le nœud qui me permet de jouer le son, mais avoir deux sons différents. Donc c'est hyper pratique. Parce que ça va me permettre de travailler beaucoup plus vite et de réutiliser les choses. Je vais attacher aussi le script enemy à ma scène enemy, hein, on va pas oublier de faire ça. Et donc sinon aussi, j'ai un script enemy qui hérite de actor, donc c'est-à-dire que toute la logique de actor est partagée dans enemy, et j'ai un script character qui hérite de actor lui aussi, et donc toute la logique qui est dans actor est aussi partagée dans personnage. Voilà, pour l'instant, mon squelette, il n'a pas de comportement, mais on va quand même se l'ajouter dans la scène parce que c'est cool. On s'ajoute notre scène skeleton, on va le mettre à un endroit genre là, on va lancer le jeu, et pour l'instant notre squelette il fait rien, mais n'empêche qu'il a le mérite d'exister. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, on a parlé de l'héritage, donc si je récapitule, on a parlé de l'héritage des classes, on a parlé de ce qu'était une classe et ce qu'était un objet. Donc je rappelle, une classe c'est le modèle d'un objet, et les objets c'est les instances de cette classe en fait, c'est les exemples de cette classe qu'on a ajouté dans notre projet. Et on a parlé de l'héritage des scènes, qui est un truc propre à Godot, mais qui permet de partager des architectures, en fait des arborescences de nœuds entre différentes scènes, ce
ce qui peut être vachement pratique aussi. Et on a fait ça avec un cas concret qui est vachement utile en fait dans ce genre de jeu, qui est de faire partager une scène en commun entre caractère et ennemi. On leur a fait partager une classe en commun qui est la classe Actor, dans laquelle on va pouvoir faire des choses pour modifier les deux en même temps. Donc je suis assez content qu'on en arrive là au 9e tuto, on avance bien. Et tout ce qu'on a vu aujourd'hui va nous permettre d'aborder, on va commencer à faire des balbutiements d'une IA en fait, parce qu'on veut faire en sorte que notre ennemi, il puisse nous aggro, il nous poursuit quand il nous voit, il essaye de nous attaquer, etc. etc. Donc ça c'est ce qu'on va faire au prochain tuto, et on va en profiter pour aborder une nouvelle façon d'implémenter la state machine qui est un peu plus complexe et qui nécessitait qu'on apprenne l'héritage, pour ça que je ne vous l'ai pas appris avant, qui permet de faire vachement plus de choses et qui est vachement plus efficace. Vous allez voir, ça permet de faire tout un tas de choses. Je vous montrerai ça au prochain tuto. Donc prochain tuto, on va parler d'un petit peu du comportement des ennemis, donc des balbutiements d'IA, et d'une implémentation vraiment solide de la state machine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à lâcher un petit like, voire un partage si ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez besoin, ça aide beaucoup au référencement de la vidéo aussi, donc même si vous êtes content, voire mécontent de la vidéo, vous pouvez le dire dans les commentaires, ça me fait plaisir. Bon, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je poste pas mal sur Twitter, sur Instagram aussi, les liens sont dans la description. Vous pouvez nous rejoindre sur la communauté sur Discord, c'est une communauté que je partage avec d'autres créateurs que sont Made with Rov qui fait du pixel art, Subarat qui fait du game dev et du dev web, Quet12 qui fait de la broderie, et c'est une communauté vachement sympa où on parle de plein de choses, de création, de game dev, de pixel art, de broderie, de plein de choses. Sinon, je stream tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur ma chaîne Twitch à partir de 14h où je fais moitié du temps du pixel art, moitié du temps du game dev. Donc si vous voulez venir voir et venir poser des questions, pourquoi pas en direct, vous pouvez, c'est dans la description encore une fois. Je vous rappelle que tous les assets qui sont utilisés dans cette série de vidéos sont retrouvables dans l'asset pack que vous pouvez trouver dans la description sur itch.io, c'est gratuit. Vous pouvez faire un don, voilà, si ça vous est utile, il n'y a pas de souci. Il y a aussi le Ko-fi là, si vous voulez me faire des dons pour me soutenir, et les dons mensuels vous permettront d'accéder aux vidéos en avance. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous fais plein de poutous et je vous dis à la prochaine. Salut!